money a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line, what's left to be done. Voilà. Comme tous les matins. On dirait que je suis vendredi là aussi. On dirait que c'est vendredi pour moi aujourd'hui. Bon, on se retrouve dans ce moment au studio. Ok, à tout de suite. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Kéliba. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième numéro de cette semaine. Nous sommes donc mardi 30 avril 2024. C'est le dernier jour de ce mois d'avril. En plateau, vous retrouverez Hadi pour la chronique littérature. Vous retrouverez également Hassan Sine pour la chronique e-administration. Notre invité en plateau. Les capsules habituelles seront également au rendez-vous. Le coach Tandara vous retrouvera pour la gym. Avant la gym, la météo avec les prévisions de cette journée. Et puis bien Facebook RTS1. Je vous retrouve dans un moment au studio pour la suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une couche de poussière dense couvrira une bonne partie du ciel sénégalais au courant de la journée d'aujourd'hui. Une poussière accompagnée d'une forte tension de chaleur. Des températures très élevées de plus de 40 degrés Celsius attendues sur la quasi-totalité du territoire sénégalais. Donc sur l'immense satellite, on verra un ciel qui sera très peu nuageux, mais tout de même couvert dans sa grande majorité de particules de poussière. Pour la journée d'aujourd'hui, c'est un ciel qui sera fortement ensoleillé, des particules de poussière un peu partout sur le pays, une couche de poussière très dense, des vents de secteur nord-est qui vont maintenir cette forte tension de chaleur, des températures de l'ordre de 41 à 43 degrés Celsius, un peu partout sur le pays, vers les localités centres, vers Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, les mêmes que vers Mbour, au nord-est du pays, notamment sur l'axe Linguère, Matam allant vers Bakel, vers le Sénégal oriental et sur la zone casamançaise. Donc pratiquement c'est l'ensemble du territoire sénégalais qui sera sous l'influence de ces vents de secteur nord-est. À Dakar, les températures resteront clémentes, 28 degrés Celsius attendus vers la capitale sénégalaise, 35 à 36 degrés Celsius sur l'axe Thiès et Saint-Louis. Donc mesdames et messieurs, en résumé, c'est cette forte tension de chaleur qui accompagne la couche de poussière très dense qui couvrira une bonne partie du territoire sénégalais au courant de la journée d'aujourd'hui. Donc c'est cette information de taille qui reste d'actualité pour la journée d'aujourd'hui. Donc faites attention à la forte chaleur, évitez d'être très exposé au soleil et n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement au courant de la journée. Voilà l'essentiel de l'information. Rendez-vous demain pour d'autres informations météorologiques. Vous avez fait le bon choix en nous regardant ce matin. Merci encore une fois de votre fidélité. L'équipe me rejoint en plateau. Alioune Badara, notre invité Hassan Sine et Hadi me rejoignent maintenant pour vous. Je voudrais encore une fois vous rappeler que nous sommes en direct et que vous avez la possibilité de réagir sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS. Messieurs, venez, je vous ai invité. Hadi également, on s'installe. On va enchaîner avec la chronique du coach Tandara, c'est la gym. Et puis dans un petit moment, eh bien, nous reviendrons sur de nombreux sujets d'actualité. Et nous attendons également vos contributions au débat du jour. À tout de suite. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Notre deuxième capsule de la semaine sera axée sur le renforcement avec le Swiss Ball. Alors, le renforcement musculaire avec le Swiss Ball, mesdames et messieurs, certainement, vous allez y retenir beaucoup de choses, puisque c'est uniquement un échauffement. Alors, vous allez voir avec le coach Bou pour ce mardi, mesdames et messieurs, vous allez certainement apprécier encore une fois.
Alors, le Swissball, c'est vrai, comme si vous voulez, le gros ballon qui vous permettra, en tout cas, de faire des gestes à couper le souffle pour certains. Mais tout de même, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, puisque un bon échauffement, eh bien, c'est aussi l'efficacité de l'exercice. Alors, cela dit, Coach Bou, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici très tôt ce matin, donc on vous dit un coucou à vous qui nous suivez. Donc comme l'a si bien dit coach Tandakha, donc on va faire les renforcements aujourd'hui avec le Swiss Ball, le gros ballon dans les salles que des fois les gens ont même ça chez eux. Aujourd'hui on va proposer juste une forme d'échauffement qu'on va vous proposer pour que vous qui avez ce ballon-là, vous ayez un aperçu par rapport à comment on peut l'utiliser et comment préparer les muscles avec ce ballon. Donc c'est possible de faire de la tonification musculaire avec cet engin-là. Donc raison pour laquelle, avant de commencer toute sorte de séance de musculation, il faut faire de l'échauffement spécifique. Aujourd'hui, on vous propose des exercices d'échauffement sur ce ballon. Et là, vous pourrez après faire des séances de tonification avec le Swiss Ball. Et très rapidement, on va passer à nos questions. Merci à tous. Vous le savez tous, mercredi, eh bien, une fête du travail. Je vous souhaite une très très bonne fête du travail et à tous les agents de la RTS et notamment eh bien, à tous les travailleurs de ce Sénégal que nous aimons tant. Mesdames et messieurs, encore une fois, reposez-vous bien et très bonne fête de travail. À jeudi au plateau. Merci coach Tandakha et surtout merci de nous rappeler que demain, mercredi, c'est le 1er mai. Donc nous célébrons tout simplement le travail et nous ne travaillerons pas. En quelque sorte, on va le dire ainsi, puisque la matinale ne sera pas en direct demain. On se retrouvera jeudi pour le direct. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bonjour à l'équipe. Hassan. Bonjour Sarah. Bien bonjour réveillé à au taquet? tous. Oui, on est très bien réveillés. La fête du travail qui est célébrée d'une autre façon finalement. D'une autre façon, férié, mais quand même, il nous faut bien ce jour férié pour marquer également notre fête à nous, nous travailleurs. Il n'y a pas de contradiction, fête du travail, férié. Ne pas travailler. Ne pas travailler, le jour de la fête du travail. Quand on fête le travail. On fête le travail. Bon, comment? Très bien. Comment? On travaille 364 jours sur 5 pratiquement, je pense que... Non, mais je veux dire, cette date symbolique particulièrement... Bon, certains vont travailler, bien évidemment. La télé va continuer à fonctionner parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, bien évidemment, rester chez eux. Il y a des services qui vont continuer à tourner, mais c'est un jour férié, quoi, fête du travail. À mon avis, on devrait laisser le choix aux travailleurs de choisir comment fêter ça, puisque ce sont les travailleurs qu'on fête. Chacun devait choisir sa façon de fêter ça. On va poser la question. Si on veut ne pas travailler, on travaille. On va poser la question. Si on veut travailler plus, on le fait. À notre invité en plateau, puisque c'est un tout petit peu son domaine finalement. Je laisse Alioune Badara Kane le présenter à nos téléspectateurs. Non, mais je pense qu'il faudrait toujours le fêter parce que des travailleurs se sont sacrifiés pour qu'on ait certains acquis, certains droits. Vrai. Mais cela avec le concours, bien sûr, des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Donc, d'où l'importance de bien marquer ce 1er mai. Nous sommes à la veille donc de la célébration de cette importante fête pour le monde du travail. Et vous en êtes l'une des composantes les plus importantes, hein, vous, inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Alors, monsieur Elhadji Alioune Sy est le représentant ici sur ce plateau. Il est donc contrôleur du travail, bien sûr, et de la sécurité sociale, mais surtout, il est présent en sa qualité de secrétaire adjoint à la communication du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Et c'est l'occasion pour nous de revisiter votre rôle si important dans le dispositif donc, du travail, hein, d'une manière générale dans le monde du travail. Vous êtes des régulateurs, vous êtes entre les patrons et les employés. Et puis de parler également de vous, de votre plan de carrière, de l'épanouissement aussi des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, de comment également vous pourrez davantage intervenir pour un meilleur respect des droits des travailleurs, mais également des devoirs des travailleurs, mais surtout de ces fameux droits, par exemple le droit de se syndiquer. On sait qu'il y a certaines entreprises quand même qui jusqu'à présent lissent des pots de banane dans les pieds donc, de ces travailleurs-là pour qu'ils ne puissent pas se syndiquer, pour qu'ils ne puissent pas avoir certains acquis, certains droits. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous, monsieur Sy, véritablement pour faire un rapport assez exhaustif de toutes ces missions-là qui vous attendent. Elhadji Alioune Sy, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour madame, bonjour monsieur Kane, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Donc comme vous l'avez dit, je suis contrôleur du travail et de la sécurité sociale, donc adjoint à la communication du SICTRAS, donc le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale du Sénégal. Donc vous allez aussi me permettre de transmettre mes salutations donc, à mes collègues de l'administration du travail,
Donc tous les hommes et toutes les femmes qui, au quotidien, sont en train quand même de se battre pour le respect de la législation sociale. Donc par les hommes et les femmes, j'entends les inspecteurs, les contrôleurs, mais aussi le personnel d'appui. Et aussi transmettre mes salutations donc, à ma promotion, donc la promotion 2019-2021 de l'École nationale d'administration. Donc ça sera pour moi un plaisir donc, de revenir sur toutes les questions que vous avez évoquées tout à l'heure. Et on a beaucoup de questions pour vous ce matin, à la veille de la célébration de la fête du travail. Bonjour ma chère Khady, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Bien réveillée aussi? Oui, au taquet. Parfait. Sujet du jour dans vos différentes chroniques. Khady d'abord, littérature. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui s'intitule Les accidents de la route et c'est de Karim Diop et nous allons également voir la signification de 3 mots, galvaudé, infrangible et diffus, et on a également une nouvelle parution. Les accidents de la circulation, malheureusement, sujet d'actualité encore, et on a promis revenir sur le sujet en plateau. On n'a pas eu le temps de le faire, et malheureusement, dans la journée d'hier, il y a eu encore 2 autres cas d'accident de la route. Malheureusement, il y a eu une perte en vies humaines. On en reparle en détail dans un petit moment. Hassan, sujet de ce matin. Alors, nous allons revenir aujourd'hui sur la visite du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique sur les différents sites de Sénégal Numérique SA. C'était hier et le ministre est allé donc à Colobane, à Pikine et à Diamniadio. Très bien. Avant d'en venir à ces sujets-là, vous annoncez que le chef de l'État sera en Guinée-Bissau aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, donc pour raffermir les liens qui nous unissent à ce peuple frère. Après justement les visites en Mauritanie-Bissau, vous retrouvez des patronymes qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Finalement, le fait colonial est encore une fois passé par là, sinon c'est un même peuple. Mais bien sûr, c'est un même peuple. Entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, je pense que sur le plan culturel, rien ne nous sépare. Hein. Tout nous rapproche de par les pratiques, les culturelles, sociales, voilà, religieuses également. Hein. Vous l'avez souligné également sur voilà, ce rapprochement sur le plan ethnique. Je crois que des 2 côtés donc, de la frontière, bon, on ne se sent pas ni Bissau-Guinéen ni Sénégalais, mais tout simplement voilà, citoyen donc d'un de ces 2 pays. Quoi, parce que tout simplement, bon, ça c'est l'acte, c'est le fait colonial. On ne peut que s'y plier parce que malheureusement, les frontières étant intangibles, mais jadis, il était une fois où ces 2 pays-là formaient une seule unique entité à travers, par exemple, l'empire du Gabou, qui polarisait le Sénégal actuel, en tout cas une bonne partie du Sénégal actuel, une bonne partie de la Guinée-Bissau, de la Gambie. Et donc pour vous dire que véritablement, si on peut voilà, réussir donc, le défi de l'unité africaine, cela ne pourrait passer que par donc, ce triangle Dakar, Bissau et Banjul. Je crois que moi, ce serait le meilleur laboratoire pour l'Union africaine pour que l'unité africaine soit une réalité sur le continent. Donc ces 3 États-là devraient être les États pilotes pour réaliser cela, parce qu'en vérité, sur le plan culturel, rien ne s'oppose à ce que cela soit une réalité. Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. Mais bien sûr, je pense que c'est possible. Maintenant, il y a certaines convergences à réaliser. Pour que cela puisse être sur le plan économique, bien sûr, les niveaux ne sont pas les mêmes. Peut-être le Sénégal se détache un peu du lot, mais je crois que dans le cadre d'un partenariat économique fécond, voilà, gagnant-gagnant, voilà, chacun pourrait tirer son épingle du jeu. Il y a par exemple les ressources voilà, en pétrole au large donc, des côtes sénégalo-bissau-guinéennes. Hein. Aujourd'hui, il y a peut-être des esquisses de partenariat entre Dakar et Bissau pour qu'on puisse ensemble tirer profit de ces richesses-là, à l'image de ce qu'on est en train de faire avec la Mauritanie. La Gambie n'en parle même pas. Elle est à l'intérieur du Sénégal. La coopération, elle est actée. Et elle se manifeste donc à travers, bien sûr, ce pont, le pont de la Sénégambie, qui facilite bien vraiment la vie hein, à tous ceux-là qui traversent donc ce pont-là pour aller en Gambie ou bien au Sénégal ou bien même au-delà, par exemple la Guinée-Bissau, parce que la Guinée-Bissau, elle est quelque part aussi donc impactée positivement par ce pont-là. Pour vous dire que véritablement, il y a beaucoup de pistes de solutions pour que ces 3 États-là puissent voir leur développement beaucoup plus accéléré. Et cela par le biais d'une coopération véritablement renforcée. Et j'aime bien la démarche du nouveau président de la République du Sénégal, le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comme tu l'as dit, qui a choisi d'abord notre voisinage immédiat, histoire de les rassurer, de leur témoigner tout le soutien du peuple sénégalais, surtout par exemple un pays comme la Guinée-Bissau, qui a actuellement des structures assez fragiles. On connaît hein, toute
les tragédies que ce pays-là a connues, du fait donc de cette guerre civile larvée qui a eu lieu dans ce pays, également de ces changements de régime qui ont quelque part plombé même son développement. Et donc pour cela, Bissau a besoin du soutien donc de Dakar pour qu'il y ait beaucoup plus de stabilité sur son territoire, pour qu'enfin qu'elle puisse tirer profit également de ses nombreuses richesses. Parce que voilà un pays qui a aussi tout pour pouvoir décoller, voilà, avec une petite population, avec beaucoup de richesses sur le plan agricole, avec une façade maritime assez riche, assez poissonneuse. D'ailleurs, beaucoup de pêcheurs sénégalais sont au large, effectuent leurs activités souvent au large donc, des côtes bissau-guinéennes, bien sûr dans le cadre de cette coopération avec le Sénégal, parce qu'il y a des licences de pêche qu'on leur octroie, mais aussi souvent il y a certains problèmes. Peut-être, je pense que ce sera l'occasion pour le président du Sénégal, dans un tête-à-tête avec son homologue bissau-guinéen, de voir comment huiler davantage ce partenariat-là sur le plan économique à travers donc, le secteur de la pêche, pour que les pêcheurs sénégalais puissent bénéficier davantage de licences. Donc je pense qu'au final, véritablement, c'est une démarche à saluer. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle pour donc l'intégration africaine. Oui, l'intégration africaine qui est une priorité. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, l'a annoncé. Et là, on sent dans les actes qu'on va vers cela, après la Mauritanie, la Gambie, maintenant la Guinée-Bissau. Hassan disait qu'on est parti pour un mois ou 2 mois de visite véritablement en Afrique de l'Ouest, en tout cas en Afrique. Strictement, oui. Bamako après... Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Ce ne sera pas très difficile de deviner quelles seront les prochaines étapes. Oui. Il nous reste dans notre voisinage immédiat la Guinée et le Mali. Et je pense que les 3 pays qu'il a déjà visités, le président de la République, au-delà même du bon voisinage, du voisinage immédiat, il y a la géopolitique sous-régionale qui a éprouvé donc ces 3 pays avec le Sénégal. Notamment, on peut parler par exemple de l'histoire récente de la Gambie avec le départ de Yahya Jammeh. On sait très bien quel rôle le Sénégal a joué. Absolument, tout à fait. La Guinée-Bissau avec les différents coups d'État qui se passaient là-bas, les crises, les conflits et tout cela. On a à chaque fois, en tout cas, du temps d'Abdou Diouf, mais aussi un peu d'Abdoulaye Wade, on a vu la présence du Sénégal avec son armée. Et la Mauritanie, n'en parlons pas actuellement, on est vraiment liés sur le plan économique avec la découverte du gaz et du pétrole qu'on partage, le fleuve Sénégal également. Alioune a bien parlé des licences de pêche et tout cela. Donc je pense que ce sont des visites quand même qui sont facilement défendables, qu'on peut comprendre très facilement, et j'ose espérer que ça va contribuer donc à raffermir les relations entre le Sénégal et ses voisins, parce que, comme on dit en Wolof, quand votre case brûle, c'est le voisin qui vient en premier au secours. Très bien. Peut-être un commentaire de notre invité également sur cette visite, ou en tout cas ces visites que le chef de l'État effectue dans les pays qui sont des voisins immédiats, j'allais dire tout simplement, du Sénégal. Voilà, donc nous allons juste dire des visites quand même salutaires et rejoindre un peu l'argumentaire des co-débatteurs. Donc là, à ce niveau, effectivement, on l'a même vu par rapport à l'organisation même du gouvernement. Donc aujourd'hui, nous sommes passés du ministère des Affaires étrangères avec un volet intégration africaine. C'est ça, tout à fait. Donc ça montre un peu l'ambition du président de la République par rapport à ça. Et ça s'est un peu manifesté même un peu par rapport à son parcours politique aussi. Donc dans l'essentiel, on a vu qu'il a toujours prôné quand même à ce qu'il y ait toujours cette entente-là entre les pays africains. Donc nous, à ce niveau, on ne peut que le saluer et aussi lui souhaiter vraiment bonne chance donc, par rapport à cette mission-là. Car on espère que ce qui va en ressortir, c'est vraiment donc, le bien-être de la population sénégalaise. Très bien. Guinée-Bissau, Sénégal, Khady? Oui, c'est 2 pays frères et c'est une excellente démarche du président donc de la République, et c'est vraiment à saluer. Et cela permet de créer un partenariat win-win, de raffermir des liens. Et bon, cela ouvre également des portes pour l'unité africaine. Tout à fait, de nouvelles perspectives. Ça me rappelle la Coupe d'Afrique des Nations avec le groupe du Sénégal. Vous imaginez, on avait tellement de voisins. On a eu la Gambie, on a eu la Guinée-Bissau également. Non, la Guinée-Conakry, Cameroun. La Guinée-Conakry, l'autre voisin. C'était pas évident du tout cette Coupe d'Afrique pour nous autres. Mais bon,
Le Sénégal a réussi à se qualifier brillamment, même si la suite ne nous a pas vraiment souri. On s'est arrêté en 8e de finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça rappelle peut-être pas de très bons souvenirs. On a même oublié. On avance. On a oublié. D'accord. Donc je rappelle pas ces souvenirs-là ce matin. Je crois que c'est mieux de ne même pas en parler véritablement et de continuer sur d'autres sujets d'actualité très rapidement après justement cette visite du président annoncée donc aujourd'hui, je le disais, en Guinée-Bissau. On va aller sur un autre sujet d'actualité et très rapidement. Ce sont les accidents de la circulation. Malheureusement, hier, au niveau du rond-point EMG, il y a eu un bus Tata qui s'est renversé. Un mort dans cet accident-là, des dizaines de blessés graves sur la route, si je ne me trompe. Je vais retrouver probablement de manière beaucoup plus précise où est-ce qu'il y a un camion qui s'est également renversé malheureusement hier sur, dites-moi, c'était à Malika Plage, justement. Et il y a eu un blessé signalé dans cet accident-là. Et avant cela, à Kungel, 14 personnes ont perdu la vue. Et je sais que l'accident de 6 kilos, c'est encore... je veux dire, dans les mémoires, on n'a pas oublié. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Malheureusement, on a alerté, on a pris des mesures, on a essayé de conscientiser. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les gens prennent conscience que la vie humaine est précieuse et que sur les routes, la prudence est de rigueur, surtout quand on a un véhicule de transport en commun ou un gros porteur. Je ne sais plus quelle est la solution finalement. On a appelé au respect du code de la route. Je ne sais plus. Je ne sais plus. La discipline, mais comment? Est-ce que finalement, ce n'est pas... Comment on l'impose, cette discipline? Est-ce que ce n'est pas individuellement que chacun doit prendre conscience? Par l'application de la loi, tout simplement, tout bonnement, stricte, hein, par une application stricte de la loi, sans complaisance aucune, bien sûr. Je pense que ce n'est que par ce biais-là que l'on pourrait peut-être rétablir un peu... C'est-à-dire sanctionner, emmener les gens en prison. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? C'est ce qu'il faudrait faire, en tout cas. C'est un numéro d'équilibriste à observer. Mais il faut bien en arriver quand même au respect de la loi par l'ensemble donc des acteurs du secteur des transports. Mettre également l'accent sur un peu le renouvellement, la nécessité du renouvellement donc, du parc automobile ici au Sénégal. On a un parc extrêmement vétus. Par exemple, le bus en question qui a fait un accident hier à hauteur de EMG, c'est un bus qui totalise presque une vingtaine d'années de circulation. Voilà, ce bus Tata. Les bus Tata, on sait que dans la circulation, il y en a beaucoup. Envoyé à la casse depuis. Et quand je suis dans un groupe là de discussion entre journalistes et tout cela, quand quelqu'un s'est amusé à faire un peu le bilan un peu comptable de ce bus-là, en termes d'exercice durant toutes ces années-là, le propriétaire s'est retrouvé avec près de 200 millions de bénéfices. Hein, et sur un tout petit échantillon, avec 200 millions pratiquement, depuis que ce bus-là a été mis en activité, ça veut dire qu'il avait largement le temps, véritablement, d'envoyer ce bus-là à la casse, de relooker sa flotte et de mettre les usagers quand même en sécurité. Et d'ailleurs, il y a même un programme de modernisation, en tout cas des bus au Sénégal, qui a été encore ressuscité par l'État du Sénégal il y a de cela quelques années. Et beaucoup de ces propriétaires-là en avaient bénéficié. Mais en contrepartie, ils devaient envoyer à la casse les bus Tata, la première génération. C'est ça. Et beaucoup ont pu contourner la loi en ayant le beurre et l'argent du beurre. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé malheureusement, il faut avoir le courage de le dire. Donc on connaît où se trouvent les goulots d'étranglement. Des fois, on serait même tenté de dire qu'il y a une véritable mafia dans le secteur des transports. Il ne s'agit pas de leur jeter l'anathème, mais c'est la vérité. Il faut que l'État maintenant puisse faire respecter donc, les règles du jeu. À chaque fois qu'il y a par exemple des efforts de l'État pour vous donner un bus neuf, que vous puissiez envoyer le précédent à la casse. Également, aussi. Mais motiver également leur personnel. Parce que le problème qu'ils ont, j'ai un jour, lors d'un Magal de Touba, échangé avec un chauffeur de bus Tata, mais je n'en revenais pas. Mais ils sont dans des conditions extrêmement difficiles. C'est-à-dire c'est pratiquement de l'esclavage moderne. Eux, ils travaillent soumis à une pression terrible. C'est-à-dire, je pense l'occasion, faisant le larron, on a sur ce plateau un inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Il est bien brutalement de se pencher sur ce secteur-là. Oui. De voir comment leur trouver également un cadre de travail avec beaucoup plus de commodité et que leur doit s'en respecter et qui ne conduisent plus avec cette pression-là. Parce qu'ils n'ont aucune garantie. Si votre collègue fait plus de bénéfices que vous, du jour au lendemain, on peut se débarrasser de vous, sans aucun droit.
Ce qui fait qu'il y a une concurrence entre eux, qu'on leur impose d'une certaine façon. Et qui tire les ficelles? Les patrons. Ouais. Donc il faudrait vraiment revoir de fond en comble le fonctionnement de ce secteur-là pour qu'il y ait moins d'accidents. Et c'est possible, parce qu'on connaît le goulot d'étranglement. Et là, Jalounsi, quelle est votre analyse finalement de cette situation? Quelle solution pour régler ces problèmes? Bon, en fait, moi, je me dis qu'aujourd'hui, que nous soyons automobilistes ou même piétons, personne n'est à l'abri. Parce qu'à chaque moment, on voit qu'il y a donc des situations d'accident. Et c'est malheureux, donc nous le déplorons. Donc là, à ce niveau, il faudrait quand même que les autorités puissent prendre les mesures idoines. En quoi faisant, déjà, par rapport, je pense qu'il l'a dit, donc le renouvellement du parc automobilier, mais plus exactement aussi, donc les visites techniques. Aujourd'hui, on sait un peu comment ça se passe. Donc il y a énormément de véhicules qui sont en circulation, qui normalement ne devraient même pas avoir passer non, je suis parfaitement d'accord avec vous. de la visite technique. Oui, donc ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose aussi, l'obtention du permis de conduire. Donc aujourd'hui, on parle même du permis à points. Donc il faudrait aussi qu'on puisse accélérer toutes ces réformes-là. Maintenant, si on va un peu dans le volet qui nous intéresse, nous, le volet travail, vous l'avez dit, le secteur transport est un peu difficile à organiser. Donc si vous voyez un peu au niveau même de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Dakar, donc durant l'année 2022-2023, il y a eu des opérations tendant un peu à formaliser ce secteur-là. Donc des opérations coup de poing où les inspecteurs et les contrôleurs étaient donc sur le terrain. Donc en train de rencontrer les acteurs, on les a même invités donc, au niveau de l'inspection pour tenir des séances de travail. Mais là, ce que nous voyons, c'est que souvent, au-delà même peut-être des employeurs, il y a aussi un problème au niveau des travailleurs. Parce que je prends juste le volet concurrence dont vous avez parlé. Vous savez, aujourd'hui, le travail, il est organisé, il est réglementé. On dit que si vous êtes donc sous la responsabilité ou bien donc sous un lien de subordination avec un employeur, en principe, vous devez être exclusivement réservé à cet employeur-là, donc pour travailler avec lui. Mais dans le domaine du transport, vous allez voir des chauffeurs qui vous disent « Aujourd'hui, moi, je ne peux pas être avec un seul chauffeur, ça ne m'arrange pas. » Donc moi, je dois avoir 2, 3 employeurs, ce qui fait que derrière, donc il y a des problèmes qui se posent pour que ces personnes-là puissent avoir des contrats de travail en bonne et due forme, pour que le secteur puisse être donc déclaré comme il se doit au niveau de l'inspection du travail donc, et des institutions de prévoyance sociale que sont la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES. Donc il y a tous ces problèmes-là donc, qui font quand même que c'est un secteur quand même qui est très difficile à réglementer, mais toujours le travail continue. Donc nous les appelons à la table de négociation et on fait en sorte quand même de leur faire comprendre que cette formalisation-là, en vérité, donc c'est plus un avantage pour eux qu'un inconvénient. Voilà un dossier sur la table du Premier ministre pour la célébration de cette fête du travail. Non, il faut qu'on en parle parce que là, nos routes tuent et la responsabilité humaine, elle est importante dans ces accidents de la circulation. Vous voyez des images, vous êtes étonné de voir 2 bus de transport en commun avec peut-être une dizaine, une trentaine de personnes à l'intérieur qui font la course sur la route, dans des situations extrêmement graves où vous vous rendez compte que s'il y a un choc, mais on aura des dizaines de morts finalement. Hassan. Effectivement, tu as tout à fait raison. Hein. Tu ne peux pas rouler 10 km sur une route à Dakar ou ailleurs sans voir un chauffeur qui joue avec la vie des gens. C'est ça, merci. C'est toujours comme ça, c'est un manque de discipline notoire qu'on note. Donc ça, c'est une responsabilité des chauffeurs. Alioune a parlé de la responsabilité des propriétaires de ces véhicules-là. Il y a aussi la responsabilité de nous autres citoyens qui devons parfois quand même imposer une certaine... Les passagers, oui, je ne sais pas, qui doivent aussi quelqu'un qui roule et vous voyez que ce n'est pas normal, vous devez vous lever et l'interpeller parce que, voilà, on sait toujours comment ça finit. Ensuite, il y a aussi la responsabilité des autorités publiques parce que moi, je ne peux pas comprendre, et c'est toujours le cas à Dakar ou ailleurs, une route très fréquentée, vous voyez un gros nid de poules, les gens qui contournent, ça c'est un risque, c'est un facteur de risque parce que l'état des routes. Vous prenez la voie de l'autre pour contourner le trou. Absolument. Donc on laisse ce trou pendant des mois pour ne pas dire des années, ça aussi c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est la responsabilité des collectivités locales ou bien du ministère ou de l'État en général, mais en tout cas... chacun doit en tout cas faire ce qu'il a à faire à son niveau pour essayer d'éviter ce genre de drame qu'on vit. Et vraiment, ça suffit, quoi, parce que des vies humaines qu'on perd comme ça, de manière, je dirais, même banale, c'est triste. Et là, on fait juste le bilan sur le coup, mais je veux dire, les malades,
qui ont été acheminés dans les hôpitaux, dans les structures hospitalières, dans les centres hospitaliers. On ne sait pas après ce qui va se passer. Parfois, il y a même des séquelles très graves. À vie. Très graves, des séquelles à vie. Et ça veut dire qu'il faut absolument agir aujourd'hui, maintenant et tout de suite pour freiner ce phénomène. Khady, on termine avec toi. Oui, tout à fait, Sarah. Alors, le facteur humain constitue 90% donc, des accidents de la route. Et vous voyez des fois des chauffeurs qui peuvent rester des heures à conduire sans pour autant donc, se reposer. Ça aussi, il faut y penser. Et ce n'est pas une blague quand même. Lorsqu'on a donc des vies entre les mains, il faut faire attention. Et vraiment, il faut éviter également les excès de vitesse. Il faut éviter les surcharges. Par exemple, les tatas, des fois, ils sont surchargés. C'est vrai. Donc ça également, il faut vérifier. Il faut vérifier également les pneus. Les pneus qui sont des fois très usés. C'est vrai. Et il faut savoir que les pneus devraient être changés tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Et il faut également vérifier que la date qui est sur le pneu, il faut savoir lire ces 4 chiffres-là. Par exemple, quand on a sur les pneus 1509. 1509, ça veut dire quoi? Ça veut dire 15e semaine de l'année 2009. Donc ça, il faut savoir le lire. Il ne faut pas changer également les pneus de n'importe quelle marque, n'importe quel type. Tout ça également constitue donc des causes d'accidents. Voilà, et également le vieillissement des parcs, du parc automobile. On voit des véhicules de 70 ans qui circulent. Tout ça, donc, c'est à revoir. Pendant ce temps, on interdit aux véhicules qui ont peut-être 10 ans d'entrer sur le territoire sénégalais. Bon, c'est un paradoxe. Bizarrerie, incohérence. C'est un paradoxe, finalement. Une vraie incohérence. On connaît les problèmes et les difficultés. Maintenant, il faut aller vers des solutions concrètes, pratiques et appliquées avec fermeté, comme tu disais tout à l'heure, Alioune, pour changer la donne. Sinon, malheureusement, on va continuer à compter les morts sur nos routes. Et c'est ce que nous ne souhaitons absolument pas. En tout cas, ce matin, moi, j'appelle à la conscientisation des uns et des autres. Parce que c'est ça, en fait, d'abord, sur la route. C'est chacun personnellement. Il faut se dire que je ne dois pas mettre la vie de l'autre en danger. Et malheureusement, certains aiment cette adrénaline, la vitesse et tout ça, l'excès de vitesse. Prudence, prudence, prudence encore une fois sur nos routes. Et si vous nous regardez en ce moment et que vous avez une idée également, vous pouvez évidemment partager cela avec nous sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook RTS1 ce matin. Nous avons une pensée pour ces personnes qui ont perdu la vie, pour leurs familles et pour les blessés qui se trouvent en ce moment dans les hôpitaux. Prompt rétablissement à chacun d'entre eux. On referme cette parenthèse. On va passer à la chronique e-administration avec Hassan avant de revenir sur d'autres sujets d'actualité. On va à Sénégal Numérique SA juste après ceci. Et la structure a reçu la visite du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, c'est ça? Oui. Est-ce que j'ai bien dit la nouvelle formulation? Exact. Oui, c'est comme l'ancien. C'est comme l'ancien. Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Et du Numérique. Ah, l'économie a sauté, d'accord. Et du numérique, tout simplement. Voilà, il s'appelle Alioune Sall, donc, et il a donc réservé sa première sortie, en tout cas dans ses services liés au numérique, à Sénégal Numérique SA. Donc, hier, il était accueilli au niveau de Colobane, où nous avons notre centre de recyclage des déchets électroniques et électriques, et également l'espace Sénégal Service du département de Dakar à Colobane. Il a été accueilli donc par le directeur général Cheikh Bakhoum. Après, ils ont fait un long périple qui les a menés à Pikine Technopole, le siège de Sénégal Numérique SA, mais aussi à Diamniadio, qui abrite le data center national de Diamniadio. C'est un résumé de Amadou Diallo. Une sortie consacrée à l'écosystème du numérique. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique s'est d'abord rendu à Colobane dans cet atelier de réparation et de recyclage de matériel informatique. Les équipements numériques non fonctionnels sont recueillis, triés et réparés par de jeunes Sénégalais. La tutelle s'est rendue par la suite dans les locaux de Sénégal Service qui consacrent le principe d'une administration de proximité.
Cap ensuite sur Technopole à Pékin, où le ministre a constaté de visu les conditions de travail. Il a également tenu à écouter les travailleurs. Sur place, une présentation de l'écosystème numérique du Sénégal lui a été faite. Le ministre et sa délégation se sont enfin rendus au Data Center de Diamniadio. Sénégal numérique se positionne ainsi comme leader dans le marché d'hébergement des données au Sénégal et dans la sous-région. Cette rencontre avec des échanges ô combien importantes, on a beaucoup appris depuis ce matin à travers les collaborateurs, à travers les services dans lesquels ils travaillent. Et ça renforce notre conviction de ressources que le Sénégal aujourd'hui a dans le cadre des infrastructures téléphoniques et dans les infrastructures réseau de manière générale. À travers ce data center qu'on a visité, qui est de type Tier 3 et qui représente aujourd'hui toutes les exigences en termes de sécurité, en termes de technologie et sur lequel le Sénégal va se baser aujourd'hui pour impulser cette vision sur la souveraineté numérique que le Sénégal et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye appellent vraiment de tous ses voeux. Nous saluons le fait qu'aujourd'hui le président de la République a dit dans son discours du 3 février qu'il a comme objectif de pouvoir digitaliser l'administration sénégalaise dans un délai très court, digitaliser toutes les procédures de l'État. Donc c'est vraiment fort appréciable que ce leadership soit assuré à ce niveau de responsabilité de notre État. Parce que je disais tantôt au ministre que c'était la clé pour pouvoir réussir une transformation digitale de l'administration. Le numérique, un levier de performance économique, est au cœur de la politique de transformation de l'administration publique. Cette stratégie va être adossée à une souveraineté du secteur et son accessibilité aux Sénégalais et aux entreprises. J'imagine que c'était une occasion justement de présenter au ministre toutes les avancées de Sénégal numérique et ça. Oui, et j'ai l'impression qu'il a été même surpris par le nombre de réalisations. Apparemment, on ne communique pas assez sur ce qu'on fait à Sénégal numérique et ça, malgré Kenkeliba. Et donc, c'est une agréable surprise pour lui de découvrir qu'il y a une infrastructure solide mise en place par Sénégal numérique SA, à travers donc la fibre optique, les data centers, les espaces Sénégal Service, ce centre de traitement des e-déchets, et également dans le domaine de la digitalisation avec toutes les applications mises en place, les sites web harmonisés pour les démembrements de l'État. Et donc tout cela, la sécurité informatique aussi, parce qu'on ne communique pas sur ça, mais c'est un travail vraiment... un off qui est en train d'être fait dans ce domaine-là. Et donc, le ministre a eu quand même l'occasion, parce qu'il était avec nous de 9h à presque 15h. Et donc, il a eu à vraiment découvrir pas mal de choses au niveau de ces 3 sites qu'il a visités. Et donc, je pense que le directeur général aussi, Cheikh Bahoum, a eu l'occasion de lui expliquer en tout cas les contraintes auxquelles on fait face, surtout dans le travail de digitalisation, sachant que l'infrastructure est là, mais c'est au niveau organisationnel de la structure, surtout sa dépendance hiérarchique et tout ce qui touche également aux autres structures avec lesquelles on doit travailler, parce qu'on ne peut pas imposer aux gens d'utiliser nos services ou de faire en tout cas certaines choses avec le matériel qu'on a déployé sur place. Mais si, à la suite donc, des différentes circulaires prises par l'ancien régime, on renforce en tout cas le pouvoir de Sénégal numérique SA, ça peut avoir un impact en tout cas réel sur la digitalisation de l'administration voulue par le nouveau régime, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais aussi par le Premier ministre Ousmane Sonko et tout le gouvernement du Sénégal, parce qu'on sent nettement qu'il compte sur la digitalisation pour faire avancer les choses. Deuxième extrait. Non, c'est tout. C'est tout? Oui. Très bien. Merci, mon cher Hassan. Je pensais que tu nous proposerais un deuxième extrait ce matin, non? Non. Je peux, mais bon, après... Toi, tu es sur le site du Technopole, c'est ça? Oui, je suis à Pékin. Très bien, très bien. Ah bah, c'est le siège. Saluer tout simplement cette visite.
elle est normale hein, que le ministre est en train d'effectuer dans les services, comment on dit, dépendants, c'est ça? Relevant de son département. De son département. Les services rattachés, quoi. Le terme officiel, mais je pense qu'on peut dire aussi dépendant de son ministère. Oui, bon, je crois que relevant, c'est mieux. C'est comme la formule qu'aiment bien nos autorités, hein, sur le président a instruit de... Oui, les gens qui sortent de l'ENA, là, ils ont des mots qu'ils ne veulent pas quitter, quoi. Là, c'est une petite pierre dans le jardin des énergies. Il est 7h15. Mais par rapport à l'utilisation du data center de Diamniadio, parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui avaient été mobilisés pour sa réalisation. Effectivement. Mais il semblerait que en fait, ce data center-là soit vraiment sous-utilisé, parce qu'il y a certaines structures publiques qui disposent de leur petit data center, mais ça, c'est une perte sèche également pour surtout ça. Et ça, l'ancien président avait clairement dit lors de l'inauguration que tous ces petits data centers-là qui n'ont pas, qui ne respectent pas forcément les normes de sécurité et tout cela, ça doit disparaître. Et maintenant que toute l'administration envoie ces données au niveau du data center national, qui a une sécurité de type tier 3, donc voilà, une redondance côté énergie qui permet en tout cas de gérer bien les données et donc d'assurer une certaine souveraineté numérique du Sénégal. Mais Hassan, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'ils utilisent ce data center-là? On ne peut pas les forcer quand même. C'est ce qu'il disait. C'est possible. Mais on est dans une administration. Si c'est des instructions qui viennent d'en haut, des instructions données par le président de la République, transmises à son Premier ministre, qui va instruire ses ministres de l'appliquer, s'il y a un suivi sur le terrain, forcément, les agents d'administration ne feront qu'appliquer. Mais ça, c'est bien beau de donner des actions aussi, mais si après il n'y a pas de suivi... Ça, il n'y a pas de suivi. Hassan disait tout à l'heure des circulaires non suivis des faits, ça n'arrange pas les choses. Ça, nous sommes les champions du monde. Donc je pense qu'il faudrait peut-être aussi des mesures, des sanctions pour les récalcitrants. Parce que on en est là. C'est une nécessité. Hein? Pourquoi pas? Si ça peut faire changer les choses et améliorer les choses. C'est un investissement. C'est avec l'argent de Gorgorlou. Hein? Au moment où ce data center a été réalisé. Merci mon cher Hassan. Merci beaucoup Sarah. Il est 7h17. La semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura un deuxième extrait. Parce que tu aimes bien les extraits. Tu lis dans mes pensées, mon cher Hassan. Tu sais de quoi je parle. On passe à la première partie de la rubrique invité juste après ceci. Allez, retour en plateau et pour répondre à nos questions ce mardi matin, Elhadj Alioune-Sy, contrôleur du travail et de la sécurité également, à la veille de la célébration de la fête du travail. En parlant de digitalisation, j'ai pensé au télétravail et comment est-ce que durant la période de la Covid, vous avez dû vous réorganiser peut-être pour pouvoir, je ne sais pas, contrôler, surveiller. C'est un autre paradigme. Il y a des gens qui travaillent maintenant en télétravail, de manière permanente, ou enfin, de manière alternée en tout cas. Ça a changé les choses. On n'est plus obligé d'être tout le temps présent sur. Mais j'espère qu'avec le contrôle biométrique, eux, ils sont bien pris en compte. Ça également, ça c'est un autre problème. C'est ça, l'administration. Oui, ça a un peu commencé donc avec le ministère de la fonction publique. On l'a vu avec le ministre Olivier Boucal. Maintenant, là, à ce niveau aussi, par rapport au télétravail, on l'a vu durant la Covid. Donc, on a vu quand même que ça a apporté énormément d'effets positifs, même si l'homme, quand même, a peur du changement. Donc, au moment de la Covid, beaucoup pensaient que l'activité économique allait complètement s'arrêter. Mais on a vu quand même que, voilà, donc, on a pu faire en sorte d'allier les choses et quand même de continuer le travail donc à tous les niveaux. Mais toujours en est-il qu'au Sénégal, il n'y a toujours pas de cadre vraiment réglementaire pour le télétravail. Ça. Et ça va aussi nous permettre de revenir sur les limites même de l'inspection du travail, les limites actuelles, le code du travail, les réformes qu'il faut faire. C'est ça. Donc là, vraiment, à ce niveau, c'est un peu la chose qu'il faut savoir. Voilà. Mais quand même, le télétravail, en soi, c'est une bonne chose. Ça permet vraiment une réorganisation même du travail. Et même pour l'individu, parce que vous savez, pour le travail, on prend en charge aussi certaines questions donc, par rapport à la santé du travailleur, le temps qu'il passe donc dans son lieu de travail. Si aujourd'hui, il y a cette souplesse-là qui permet à cette personne donc, de faire le travail à distance et quand même de faire des résultats, je pense que derrière, il faudrait qu'on puisse encadrer et donc réglementer pour qu'on puisse parvenir
à une action efficiente. D'accord avec vous. On a pensé même faire quinqueliba en télétravail. Mais ça, c'était pour des raisons qu'on ne peut pas avouer sur le plateau. Est-ce que j'en serais fier? Mais c'est possible quand même. Je sais que derrière certains ont poussé pour du télétravail sur quinqueliba, mais quand même, oh les gars. Bah oui. Fous, il faut se rendre à l'évidence. On reste chez soi. Quinqueliba, c'est du présentiel. Hein. Il faut essayer un jour. Merci beaucoup, donc, monsieur Si, pour cette belle introduction qui démontre encore une fois voilà, tout le chantier, en tout cas, qui est devant vous, quant à la modernisation du Code du travail ici au Sénégal, comment le dépoussiérer également, pour qu'il soit beaucoup plus en phase avec les réalités du moment. Donc, on reviendra sur cela, comme vous l'avez dit. Mais d'abord, on va s'arrêter sur un peu le profil de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Bon, dans une démarche, on va le dire, pédagogique, parce qu'aujourd'hui, quand même, on déroule le tapis rouge. Souvent, ce sont les représentants donc, des couches ouvrières qui sont sur ce plateau, qui ont fini de s'approprier le 1er mai. Mais ça vous concerne également, parce que vous êtes des acteurs incontournables du monde du travail. Alors, comment devient-on, monsieur Si, inspecteur du travail et de la sécurité sociale? Je rappelle que vous êtes là en votre qualité d'adjoint à la communication du syndicat des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Merci beaucoup, M. Khan, pour cette question qui va nous permettre aussi même de faciliter l'information pour les aspirants. Oui. Dans la mesure où aujourd'hui on reçoit parfois énormément d'interpellations sur comment être inspecteur ou contrôleur. Donc rien que cette semaine d'ailleurs, on a eu énormément de questions par rapport à ça. Donc il faut savoir que pour être inspecteur ou contrôleur de travail, il faut passer par l'École nationale d'administration. Donc il faut faire le concours. Maintenant, après le concours, vous allez passer donc 2 ans de formation au niveau de l'école. Donc on a les contrôleurs, on a les inspecteurs. Pour être contrôleur, donc, il faut rentrer à l'ENA à travers le cycle B. Donc, pour le cycle B, il faut juste avoir le bac actuellement. Donc, avec le diplôme du bac, vous pouvez donc passer le concours. Et pour être inspecteur, donc là, il faut le Master 2. Donc là, à ce niveau, donc vous allez postuler, donc vous faites les 2 ans de formation à l'ENA. Maintenant, durant ces 2 ans, effectivement, il y a énormément de modules sur lesquels nous sommes formés. Donc relativement au travail, à l'emploi, la sécurité et la santé au travail, les normes internationales du travail. En tout cas, toutes les questions qui intéressent le domaine travail et sécurité sociale. Maintenant, après donc, la formation donc, au niveau de l'École nationale d'administration, nous sommes directement reversés au ministère du Travail, donc, qui est notre ministère d'origine. Donc là, à ce niveau, après, c'est sur cette base quand même que le ministère, donc, à travers la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, donc, va procéder donc, aux affectations. Voilà, donc c'est un peu cela donc, pour être inspecteur ou contrôleur. Maintenant, juste peut-être, vous allez me permettre de revenir sur l'inspection du travail en tant que telle. C'est ça. Donc l'inspection du travail, donc, c'est même un peu, disons, la cheville ouvrière, comme on le dit, de l'administration du travail. Donc c'est une inspection bien, voilà, donc, qui tire sa source donc, du niveau international, donc, à travers donc, les conventions de l'OIT, particulièrement la convention 81 de l'Organisation internationale du travail. Maintenant, c'est une convention qui avait donc, demandé aux États donc, signataires de se doter d'un système d'inspection du travail au niveau national. Maintenant, le rôle de ce système d'inspection, ou bien le rôle de cette inspection du travail, c'est donc de veiller à l'application et au respect de la législation sociale donc, dans le pays. Et donc, c'est ce à quoi nous nous attelons. Donc là, à ce niveau, aujourd'hui au Sénégal, donc, nous avons des inspections régionales et aussi même des inspections donc, départementales et même, disons, spéciales. Donc, on a donc, les inspections dans toutes les régions du Sénégal. Au niveau de Dakar, donc, on retrouve 3 inspections. Il y a l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Dakar. Il y a l'inspection donc, au niveau de la zone Rufisque et donc l'inspection au niveau de la zone franche. Donc, actuellement, donc, c'est un peu l'architecture un peu au niveau de l'administration du travail. Mais est-ce qu'on en forme suffisamment dans notre pays? Je vous la pose cette question parce que souvent on voit des travailleurs qui dénoncent en fait la rareté des visites des inspecteurs du travail et contrôleurs, bien sûr. Et cela forcément également ouvre la voie à pas mal de dérives parce que si le patronat, bon pas le patronat, si les employeurs se sentent moins surveillés par vous, ils seront peut-être enclins à faire voilà, des dérives et à faire même des entorses au code du travail. À ce niveau, quelle serait votre réponse? Est-ce que vous pensez qu'on devrait gonfler vos effectifs
voilà, pour que vous puissiez mieux prendre en charge également les attentes de tous les acteurs du monde du travail, ou bien? Voilà, en fait, vous posez une question essentielle qui est actuellement portée même par le syndicat que je représente aujourd'hui. Donc, actuellement, il y a ce problème donc, de l'effectif au niveau de l'administration du travail. Mais maintenant, qu'est-ce qui justifie ce problème-là? Il faut savoir qu'au moment où vraiment on forme les inspecteurs du travail, ou bien au moment où on lance donc, le concours de l'ENA, pour les postes, pratiquement, si vous allez au niveau des autres administrations, c'est exactement le même nombre. Donc, pour les impôts et domaines, trésor, administration générale, diplomatie, enquête économique, travail, sécurité sociale, donc pour toutes les sections, on forme pratiquement le même nombre de personnes. Maintenant, là, à ce niveau, peut-être la question qu'il faut se poser, c'est par rapport à la motivation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes en nombre assez suffisant dans tout le Sénégal. Pour couvrir tout le pays? Formés, vous voulez dire? Formés. Donc là, c'est la précision que je veux faire. Depuis que l'ENA a commencé à former les inspecteurs et contrôleurs, donc il y a énormément de promotions qui sont passées. Mais actuellement, pour le nombre qui est en service au niveau donc, du ministère, donc là, il y a une dichotomie. Donc là, il faut savoir que c'est aussi dû à donc, des questions de motivation. Parce que vous savez, l'inspecteur ou bien le contrôleur, c'est quelqu'un qui est transversal. Donc aujourd'hui, dans le cadre du travail, nous sommes sollicités et confrontés donc à plusieurs questions qui, quand même, sur la base de plusieurs années d'expérience ou bien sur la base de dossiers quand même auxquels vous êtes confrontés, vous parvenez à avoir une certaine expérience, une certaine compétence qui est peut-être parfois sollicitée. Et je rappelle que le fonctionnaire, en vertu aussi de l'article en tout cas de la loi donc, 1961 qui régit le statut général de la fonction publique, le fonctionnaire peut occuper donc, la position de détachement, la position de disponibilité. Donc rien ne l'interdit. Donc sur cette base, aujourd'hui, l'inspecteur ou bien le contrôleur qui quand même cherche à s'épanouir professionnellement, je peux le dire, ou bien chercher économiquement, pas tabou, il faut le dire. Voilà, un meilleur avancement professionnel, économique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment lui reprocher donc cette position de détachement-là ou bien de disponibilité, alors que la loi le lui confère. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est quand même qu'il faudrait qu'on puisse motiver les inspecteurs et contrôleurs comme il se doit. Aujourd'hui, il y a énormément, comme je l'ai dit, de collègues qui sont dans les autres administrations, qui sont formés en même temps que nous, qui ont un meilleur traitement, il faut le dire. Voilà. Alors qu'en réalité, les tâches ou bien les missions n'en sont pas moins importantes que ce que nous faisons. Donc là, à ce niveau, c'est un appel aussi que nous faisons aux autorités. Et le syndicat des inspecteurs et contrôleurs, quand même, veille par rapport à ces points-là. Voilà. Donc là, à ce niveau, c'est ce qui justifie un peu cela. Maintenant, aujourd'hui au Sénégal, si je prends pour l'année 2023 par exemple, donc nous sommes à 78 inspecteurs et contrôleurs au niveau des inspections. Maintenant, il y a aussi des inspecteurs et contrôleurs qui sont au niveau stratégique, donc à savoir la Direction générale du travail, le ministère du Travail, qui eux aussi abattent un travail très important. Mais dans le contrôle, donc, en tout cas le contact avec les entreprises, essentiellement, donc c'est les collègues qui sont au niveau des inspections du travail. Et comme je l'ai dit, ils sont au nombre de 78. Donc actuellement, si vous prenez dans tout le Sénégal, si on fait peut-être la somme totale avec peut-être une possibilité même d'arrondir, on va dire que nous sommes à 130. Et même ce 130-là, c'est pas... Voilà, c'est juste que j'ai arrondi. Voilà. En fait. Donc c'est peu pour aujourd'hui contrôler pratiquement 407 000 entreprises, si on se base sur le dernier rapport de l'ANSD, donc par rapport aux unités économiques. Donc aujourd'hui au Sénégal, 130 inspecteurs et contrôleurs du travail pour contrôler 407 000 et quelques, ça pose problème. Mais toujours en est-il qu'en 2023, il y a eu des efforts. Parce que pour les 78 dont je vous ai parlé, on a quand même pu contrôler 5275 entreprises dans tous les pays. Et pour ces 5275-là, il y a eu un suivi qui a été fait. Si ce n'est pas des convocations, c'est des lettres d'observation, des mises en demeure, des procès-verbaux d'infraction. Et donc, en vertu aussi de ces instruments dont nous disposons, on quand même veille à faire appliquer la législation sociale, mais toujours en est-il quand même que ces instruments en soi-même constituent des limites pour nous. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, il est devenu une nécessité donc, de renforcer, de vous doter de plus de moyens pour un meilleur épanouissement qui inciterait vos membres à ne pas chercher un détachement ou bien une réaffectation dans une autre entité de l'administration. C'est ça. Ok. Peut-être aussi que la digitalisation serait une solution pour
un contrôle beaucoup plus massif des entreprises. Je sais que récemment, vous avez travaillé avec Sénégal Numérique, notamment sur la dématérialisation du contrat de travail. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers en cours concernant la digitalisation dans votre travail, dans l'administration du travail? Effectivement, comme vous l'avez dit, actuellement, on a ce projet en cours avec la CNM. Donc, pour quand même le visa des contrats de travail. Donc, toujours dans ce souci de l'administration de proximité, quand même, on essaie de faciliter vraiment les démarches administratives. Donc, en permettant aux employeurs donc, de déposer les contrats directement sur une plateforme numérique que les inspecteurs et contrôleurs donc ont la charge de surveiller. Maintenant, sur la base de cette plateforme, on travaille aussi pour viser les contrats, faire en sorte quand même que les choses se passent plus rapidement que d'habitude. Parce qu'on sait que surtout pour les contrats de travail, c'est vraiment une charge de travail qui est très lourde, même pour les inspecteurs et contrôleurs. Donc, on reçoit énormément de contrats de travail au quotidien. Et aussi, voilà, l'urgence aussi de ces contrats pour les employeurs, donc de les déposer au niveau des institutions de prévoyance sociale. Mais toujours sur les chantiers donc, du numérique. Donc, même récemment, l'administration du travail a été même avant-gardiste. Donc, aujourd'hui, on a su organiser des élections au plan national en usant carrément du numérique. Donc, on l'a fait, on l'a réussi, donc, avec les élections de représentativité au niveau donc, de l'enseignement et autres. Donc là, il y a eu donc, ces efforts-là qui ont été faits. Maintenant, à ce niveau, on continue toujours de travailler, de voir en quelle mesure on peut vraiment continuer donc, ce processus de digitalisation. Et d'autant plus que même si on le fait, on se réfère aussi aux directives présidentielles. Donc récemment, durant les derniers conseils des ministres, le président de la République a même mis un point d'honneur sur ce fait. Donc qu'on puisse vraiment faire en sorte de digitaliser, de mieux se rapprocher des administrés. Donc qu'il y ait donc cette facilitation-là par rapport aux procédures. Quand même faire en sorte que les choses ne soient plus aussi lourdes que ça. Très bien. Donc là, à ce niveau, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc au niveau stratégique, donc la Direction générale du travail, le ministère du Travail. Donc on est en train de réfléchir sur ça. Vous voyez, comme quoi, que serait le monde du travail sans les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Leur importance n'est plus à démontrer. Je pense que nous profitons de cette tribune pour une meilleure valorisation quand même de cette fonction-là, ô combien stratégique, pour un monde du travail apaisé où tous les droits et devoirs seraient respectés. Merci beaucoup, monsieur. Si, restez avec nous. Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur d'autres aspects comme le droit, la liberté syndicale, comment la faire respecter dans le monde du travail ici au Sénégal, et puis également sur vos autres attentes, vous, inspecteurs et contrôleurs du travail. Merci beaucoup, monsieur. 7h32, vous restez en plateau avec nous. Voici le clip du jour. À tout de suite. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey ay nelaw du la ko may li lay jox ga de fépp fu ko kenn dul xalaate every day am na tool ba war a béy balaa jant bi jóg foog ma jóg tel ko waajal ready to go darkness du yëgoo mun bi laa war a dox jël mu njëkk bañ fu ma naa jël day bëri noo witness it tomorrow jëf jël la balaa wees réccu di ci am yoon bëgguma wet tomorrow di mere kenn ci ñoom early in the morning yeewu seen mu gàddu ba takk dal gëzal dara long way to go balaa jant bi jóg early in the morning fu mu fipp yóotu sax ye mooy jàll gëzal really need to know balaa jant bi jóg early in the morning early in the morning. I don't wanna stay around my home, cause I do know them are waiting aside. But go watch your luck, come here, but my dome. I do know I gotta go get tight. What my talk for nothing, yeah, to my motto. Linga jinga go be a fool to wait, who necker hamna ligan. Leave I say I come, but bef to dope, cactus like na day. A boss being a jelon, whatever life. Contrabia cost me one, but it's dead.
revanche bi nga dikke woon daa son sa knife bul fàtte bor bi nga leboon jógal def lu xees jant bi fenkoon mu ngi duggi woon lënd ma ngi yow telal rotte sa ndax fi ñu la bàyyi woon waruñ la fa fekkaat ñi nga war a boot wanal ñëpp ne gaynde nga early in the morning yépp seen mu gàttu bat takk dal cause I got a long way to go wala jant bi jóg early in the morning. Et cette chanson, c'est véritablement ce qu'on appelle un hit, le Diwanji. Hommage donc à tous ces travailleurs et particulièrement à ceux et à celles qui se lèvent tôt le matin. Et nous en faisons partie. Voilà, merci pour cet hommage finalement. On vous dédie cette chanson ce matin. Voici maintenant le bulletin d'infos. On vous retrouve dans un petit moment pour la dernière partie de cette émission. Elle sera consacrée à la chronique littérature avec Radi. À tout de suite. Nous avons vu et constaté nous-mêmes les dégâts sur au moins 3 bus. Il y a d'autres bus qui sont éparpillés un peu partout dans le dépôt. 19 au total, d'après les informations que nous venons de recevoir. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de vous dire que nous avons entendu vos réclamations, vos doléances. Nous sommes au courant de tout et nous sommes en train de solutionner les problèmes. Sachez que Dakar Dem Dikk n'est pas un cas isolé. En termes de nomination, de promotion et tout ce que vous voulez dire, nous avons constaté que ça existe dans plusieurs secteurs, publics comme parapublics, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de régler de manière globale. Mais particulièrement pour la situation de Dakar Dem Dikk, nous avons pris les choses en main. Nous allons rencontrer le directeur. Le nécessaire sera fait. Et sachez que ces problèmes-là seront définitivement réglés. Ça, je vous le dis. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est au moins de reprendre le travail pour permettre aux Sénégalais d'aller s'occuper à leur, en tout cas, préoccupation, d'aller au travail ou tout simplement de faire convenablement leurs courses. Et donc sur ce, c'est la première fois que je vous rencontre et je pense que cette demande normalement devrait passer dans la mesure où vous devrez au moins nous accorder cette faveur afin qu'on puisse vous montrer que nous sommes là pour régler les problèmes des Sénégalais. Et les travailleurs de Dakar Dem Dikk font partie des Sénégalais. Si certains filaos sont en train de vivre leurs derniers instants, d'autres ne sont plus que du poids mort. Le rideau de protection contre l'embrun marin n'existe plus. Conséquence, les habitations font face à la mer. Mais pourquoi la coupe de la bande de filao? Est-elle conforme à la loi? Il y a le décret de déclassement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le PUD, le plan d'urbanisme et de détail de Guédiawaye, qui a aussi une composante de justification et d'objectif qu'on ne peut pas revenir ici. Et ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle les demandes, les autorisations préalables des maires ou des communes. C'est sur la base de cet ensemble de paquets réglementaires et de lois que l'autorisation de coupe est survenue. Ce qui veut dire que ces coupes interviennent dans un cadre légal et réglementaire. Mais il y a aussi un autre facteur à prendre en considération. Cette bande a été lancée de 50 à 1958. C'est pour cela que vous allez constater que les sujets-là, c'est des sujets qui sont vieux. Ils sont vieillissants, ils sont vieux. Ils ont dépassé leur âge normal, ce qu'on appelle la révolution. Donc c'est l'âge où le sujet doit être exploité. À défaut, il perd sa valeur économique et sa valeur écologique. C'est justement cette valeur écologique qui explique les travaux de reforestation avec cet îlot de 300 mètres carrés. L'îlot est à moins de 200 mètres du trait d'essuyage des vagues. Ici, une nouvelle espèce se développe. Qui s'appelle le Sylvéolia coriace, qui est ici. C'est une espèce rampante et qui est bien adaptée dans la zone de Guédiawaye. C'est cette espèce-là? Oui, c'est celle-ci. Okay. Elle est vraiment très, très adaptée à la zone. Okay. Maintenant, faudrait-il faire des études pour voir quelle est sa capacité d'adaptation. Il faut d'abord l'apprivoiser,
maîtriser l'espèce et maintenant la redéployer dans la zone. Quand je dis la maîtriser, ça, il faut qu'on puisse la produire en pépinière. Voici la pépinière du secteur des eaux et forêts de Guédiawaye. Sur place, une importante capacité de production et une variété d'espèces. On compte 14 espèces, donc avec une capacité de production de 100 000 plants. Donc cette pépinière est chargée de toutes les activités de reboisement dans le département de Guédiawaye, que ce soit, n'est-ce pas, dans les écoles, mais aussi au niveau du littoral. Au moment où le dérèglement climatique ne cesse de constituer une question d'actualité avec ses effets négatifs, cette pépinière a un rôle à jouer. Alors qu'on se préparait pour l'implantation d'une bande de plantation de Dakar à Saint-Louis, plusieurs espèces ont été testées, parmi lesquelles le filao, le cocotier et d'autres espèces africaines comme exotiques. C'est-à-dire exotiques, c'est européenne qu'on a apporté au Sénégal. Et parmi ces espèces, seul le filao a présenté des caractéristiques aptes à être développées le long de Dakar à Saint-Louis, donc sur le littoral nord. Voilà tout ce qui explique le choix du filao pour non seulement lutter contre l'érosion côtière, mais aussi fixer les dunes de sable. Aujourd'hui, une intervention en amont permet de mieux réussir cette volonté des pouvoirs publics, c'est-à-dire protéger cette voie de dégagement nord et les habitations de l'embrun marin. L'éphémère instant d'une vague qui s'écrase sur le littoral. Un littoral plongé depuis très longtemps dans la grisaille. Menacé de toutes parts, agressé et colonisé, la corniche ouest de Dakar sous le diktat de la pression anthropique. C'est une aberration économique. On aurait pu faire quelque chose avec l'attractivité de la ville de Dakar qui allait nous amener des points de croissance incroyables dans le cadre du tourisme. C'est une aberration sanitaire parce que quand on est au bord de la mer, c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel mal entretenu et ne profite qu'à certaines personnes. Une situation lourde de conséquences et préjudiciable à ceux qui fréquentent la plage au quotidien. On nous laisse notre espace et qu'on nous laisse notre plage. Vous voyez bien qu'il y a toujours des jeunes qui sont là, qui s'entraînent, qui font le loisir et tout. Sur la berge, l'espace se rétrécit de plus en plus. Pourtant, la loi est claire. Il faut au moins une distance de 100 mètres entre le littoral et les aménagements. Sur ce point, des solutions ne manquent pas. Je salue la décision forte qu'a prise Monsieur le Président de la République de résilier ou d'exproprier toutes les personnes concernées qui ont eu un droit sur ce site. Et je rappelle que ces droits-là ont été attribués depuis 2010. Donc, toutes les personnes qui sont le long de la colline des Mamelles vont être expropriées ou on va résilier leur baux pour que le président en fasse un espace public qui pourra être à la jouissance de tous les Sénégalais. Il y a au moins 3 bandes sur la corniche qui font plus de 2 km et qui ne sont pas fermées aux populations. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arrêter l'octroi des titres privés. Ça commence à constituer un abus. Il faut arrêter cela. Maintenant, pour le reste, il faut aménager. Parce que c'est l'aménagement qui crée l'appropriation. Une appropriation qui risque de ne pas avoir le résultat escompté face à de gros bonnets. Pendant ce temps, les chantiers pullulent comme des champignons sur la corniche. Reste à égrener le chapelet pour éclaircir l'horizon d'un patrimoine en embuscade. À 0, le Jaraaf est désormais 2e au classement avec cette victoire à Pikine. Les Verts et Blancs, bien entrés dans la partie, n'ont pas perdu de temps. Devant un public pikinois venu nombreux, à la 11e minute sur une action collective, Abdoulaye Ouali marque l'unique but du match. Les joueurs de Joseph Ouagane Senghor ont essayé de revenir dans la partie sans réussite. Ils pêchent dans le dernier geste et pas d'efficacité devant les buts de Cheikh Londoy. 3 points précieux pour les Jaraaf à 5 journées de la fin de la saison.
Pour l'AS Pikine, l'objectif serait de se maintenir en Ligue 1. Après ce but, on a couru derrière le score. Le Jaraaf a superbement bien défendu son avantage. On a fait des réaménagements tactiques en deuxième mi-temps. On a mis du nombre, beaucoup d'attaquants, mais aujourd'hui, ça n'a pas voulu passer. J'encourage mes joueurs, c'est difficile parce qu'ils ont voulu gagner ce match pour le public, pour se réconcilier contre le public, mais ça n'a pas pu se faire, c'est le football. On reste fair play et on évacue cette défaite. On pense à la Coupe maintenant, parce que la Coupe aussi faisait un objectif majeur du club. Voilà, nous, on va essayer d'évacuer cette défaite, essayer d'être dans les places d'honneur, parce que c'était ça l'objectif, un maintien paisible. Je savais que ça allait être un match difficile, avec une ambiance électrique, mais c'est le football. Il faut être focus sur le match, concentré sur le terrain, ce qui a été fait. On a marqué un but, on a tenu bon, on n'a jamais lâché. Parfois, il y a des problèmes de décision d'arbitrage, mais on n'a jamais lâché. On a tenu bon jusqu'à la fin. C'est une victoire méritée, mais comme on dit, le travail continue, Inch'Allah. Le Jaraaf reste ambitieux et compte sur son collectif pour aller chercher le titre qui se rapproche après cette performance chez leurs rivaux. 7h45, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct depuis 6h30 et c'est le deuxième numéro de cette semaine. La littérature, c'est l'affaire de Khadi. On revient sur les accidents de la route et cette fois-ci, c'est l'ouvrage de Karim Diop que tu nous présentes. D'abord, un mot sur l'auteur. Voilà, Karim Diop est un spécialiste routier au ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. Alors, c'est un ouvrage de 429 pages paru aux éditions Salamata, comprenant 3 chapitres. Et l'auteur passe au peigne fin donc cette problématique en abordant les différentes structures qui interviennent dans les transports, l'administration des transports routiers et analyse les facteurs accidentogènes à travers des enquêtes, des cartes, des tableaux, des études, mais également des analyses. Alors justement, je vous propose de regarder le premier extrait. Subir l'automobilicentrisme, la dictature de l'automobile, mais varier les moyens de transport en faisant appel au train, en faisant appel au fleuve, en faisant appel également à la mer. Il y a des études qui ont été faites par les grands trains du Sénégal et qui montrent qu'il y a un besoin de transport de 800 000 personnes. Voyez-vous? Et d'après ces études aussi, mettre en place un système de transport ferroviaire, ça équivaudrait à retirer 300 000 véhicules de la circulation au Sénégal. Retirer 300 000 véhicules de la circulation au Sénégal, là, c'est quasiment diviser les accidents de la route par 10 ou bien par 20. Parce que le parc automobile sénégalais tourne autour de 650 à 685 000. Maintenant, sur ces 685 000 véhicules, si vous en retirez alors 300 000 de la circulation, parce qu'il y a une offre de transport diversifiée par le train, par le fleuve, par la mer, mais vous allez considérablement faire baisser les accidents de la route dans ce pays-là. Bientôt, le Sénégal sera dans l'ère de ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation. Des pays comme les États-Unis et autres l'ont expérimenté. Ça a réduit les accidents de la route de 20%. La Côte d'Ivoire, ici à côté, l'a fait. Et les accidents de la route ont été réduits de 30% dans ce pays. Donc, beaucoup de pays sont en train d'initier cette politique de surveillance, tous azimuts, par le canal de la vidéo-verbalisation. Ça permet non seulement de contenir les accidents de la route, mais ensuite de renflouer d'une autre manière, d'autre part, les caisses de l'État. Le cas, par exemple, récemment, la sécurité routière en France a rendu une étude pour montrer que la vidéo-verbalisation a généré 492 milliards de francs CFA. 492 milliards de francs CFA consécutifs à 10 millions de contraventions qui ont été constatées avec 45 000 PV par jour. Donc, d'une pierre, on fait deux coups. On maîtrise les accidents de la route et on renfloue également les caisses de l'État, ce qui nous permettra d'avoir des infrastructures de qualité, un service public également de qualité. Que conduire, c'est un acte social. Parce que vous n'êtes pas seul sur la route. Vous partagez la route avec des éléments humains, avec des éléments également qui ne sont pas humains. Et que pour conduire aussi, il faut s'entourer de ce que l'école américaine appelle les 4 règles de la méthode défensive. C'est-à-dire, en conduisant, toujours avoir protégé son environnement. C'est important, tout autour du véhicule. Ensuite, n'avoir confiance en personne. Ne pas se dire que le chauffeur là m'a vu,
Les chauffeurs là qui sont à côté sont en train de me voir, leurs véhicules n'ont pas de problème. Ça, il faudra donc s'en méfier, donc n'avoir confiance en personne. Voir et être vu. Ça aussi, c'est la troisième règle. Voir et être vu. Ensuite, s'adapter aux conditions du moment. Il vous est indiqué, par exemple, que là, vous pouvez rouler à 80 km/h, mais il pleut. Mais vous n'allez pas le faire. Retour en plateau, et bien sur les accidents de la route. On a documenté évidemment les faits, les causes, les solutions existent également. Maintenant, il faut juste les appliquer avec rigueur, comme on le disait ce matin. Et donc, recommandation spéciale pour tous les acteurs. Allez donc chercher ce livre, Les accidents de la route de Karim Diop. Oui, tout à fait. Et il est revenu également sur les causes qui sont multifactorielles. On a donc le facteur route qui intervient pour 3%, le facteur automobile pour 7% et le facteur humain pour 90%. Également, il est revenu sur les zones accidentogènes comme Dakar, Thiès, et qui revient toujours Dakar, Thiès, Diourbel, Ila Touba et Kaffrine. Donc, il revient tous les ans. Voilà. Et, il est revenu également sur ce qu'on appelle les croyances que les chauffeurs ont. Justement, je vous propose de regarder le deuxième extrait et il revient sur les anti-morts des conducteurs. Regardons. L'écologie sociale du conducteur. Voilà les principaux anti-morts pour le conducteur sénégalais. Prendre par exemple d'une chaussure taille gauche, chaussure gauche taille 17, c'est-à-dire la taille la plus petite, sagoro laobé, corne d'abondance, tête de crocodile, kouri, gingembre, citron, djar qu'on appelle poivre de Guinée, ou ensuite, plus de la graine d'arachide et une grenouille. Le tout enveloppé dans une peau de vache. Vous prenez des voitures, croyant que ça va leur permettre de ne pas faire des accidents. Et ça, ce n'est pas une croyance qui est uniquement donc, sénégalaise. Même en Égypte, par exemple, vous voyez ces gens-là, il y a certains qui croient que écouter Kalsoum, comme Kalsoum, ça permet de lutter contre les accidents de la route. Et même en Formule 1, voyez-vous, là où courent les Max Verstappen, Lord Hamilton, donc, etc., il y a des gens qui croient, certains pilotes qui croient que bon, le caleçon qu'ils avaient porté il y a de là 5 ans, 6 ans, et qui leur avait permis par exemple d'être premier, par exemple, au Grand Prix de, je ne sais pas, Silverstone, ou bien là-bas à Monaco, s'ils portent donc ce même caleçon-là, ça leur permettra donc de gagner les résultats, voyez-vous, d'avoir de bons résultats. Il y a ensuite toujours, parmi ces éléments-là, donc ces facteurs, il y en a beaucoup, hein, et c'est dans la psychologie, de la cola, ou bien donc du citron, toutes ces choses-là qui vont avec la mentalité du conducteur qui croit que, alors, s'ils les mettent, ça... Retour en plateau, on parlait de superstition justement, et on ne la retrouve pas seulement chez les chauffeurs, hein, véritablement, on est un peuple de croyants, donc la foi, la croyance, la superstition, tout ça c'est en nous, donc bon, dans les voitures parfois, on voit que les chauffeurs écrivent certaines choses, écoutent certaines musiques, il y a des objets qui sont bien cachés, tout ça, on se dit que ça va nous protéger, mais si on ne respecte pas le code de la route, si on ne roule pas prudemment, le malheur est vite arrivé. Et le pire, c'est ils ont ces croyances-là. Et maintenant, ils se lâchent. Donc, ils se disent donc, voilà. Quoi qu'il arrive, c'est bon. Quoi qu'il arrive, c'est bon, je suis protégée et tout. Mais comme tu l'as dit, il faut faire très attention. Et il faut utiliser son intelligence pour conduire. Voilà. Tout simplement. La discipline. Et surtout la discipline. On l'a dit et redit, il y a beaucoup de commentaires hein, justement sur cela, sur les réseaux sociaux ce matin. En tout cas, c'est un livre qu'il faudrait absolument lire parce que c'est un outil d'aide à la décision. Et comme je l'ai dit, il y a des cartes, des analyses, des enquêtes et tout. Donc, il a fait des recherches donc, pendant 4 ans, 5 ans. Et donc, il faut absolument l'utiliser. Abdou Karim Diop, ce matin. Merci Khadi. On termine cette fois-ci avec les définitions. Que signifie le mot infrangible? Infrangible. Infrangible, c'est pas intangible. Ça ressemble un peu, non? Oui, ça ressemble un peu. Alors, c'est quelque chose qui ne peut pas être brisé. Voilà, quelque chose qui ne peut pas être brisé. Par exemple, on peut dire une amitié infrangible. Voilà,
une relation infrangible qui ne peut pas être brisée. Qui ne saurait être un objet brisée. également, on peut l'utiliser pour un objet, oui, incassable par exemple. Oui. Okay. Voilà. Votre amitié, elle est infrangible? Ah oui, carrément. Carrément. Alioune et Hassan? C'est le bon exemple. Et deux A. Alioune, Hassan, c'est un deux A. panzer allemand, indestructible. Et la nôtre? Elle est forte, hein? Il y a trop de convergence, trop de fluctuations. Allez, galvaudez maintenant. Je ne voudrais pas vous galvauder. Voilà, allez, vas-y, Khady, définition. Mettre en désordre, gâter, gâcher et tout, voilà. Donc, par exemple, les routes ne sont pas galvaudées, peut-être. Voilà. Le galvaudé peut avoir également le sens de dénaturer. De dénaturer, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc, gâter, gâcher, dénaturer et autres. Donc, ça dépend du contexte où on utilise. Moi, j'insiste surtout sur l'orthographe des mots à l'antenne. Quand on définit ces mots-là, c'est aussi l'orthographe qu'il faut regarder. Comment on écrit galvaudé? C'est avec un A et un U. Voilà, G-A-L-V-A-U-D-E-R et pas un O, absolument pas. La langue de Molière, elle est assez complexe, mais bon, il y a des explications à tout cela. Peut-être qu'on devrait créer une chronique pour professeur Omar Diao en plateau pour nous expliquer tout ça de temps en temps. Ce serait pas mal. Le professeur ce serait pas mal. À 6 heures, c'est ça le gros challenge, le grand challenge. On termine. Je vais essayer. Avec la nouvelle parution, on va essayer. Oui, la nouvelle parution s'intitule Merci Maman et c'est de Sorna Amimbo. Bon, c'est une jeune fille de 16 ans, 16 ans qu'il a écrit. Et bon... Elle rend tout simplement hommage à sa maman. Mais c'est une longue histoire et peut-être que la semaine prochaine, je vais y revenir. Très bien. Merci à toutes nos mamans, finalement. On va finir le magazine en réinterrogeant notre invité de ce matin. On a 4 minutes avant la fin de cette émission. Khady avait une question très rapidement, 4 minutes. Il faudra y répondre assez vite parce qu'on a beaucoup de questions pour vous et là, Alioune si. Khady, très rapidement, ta question. Alors, je lui demandais comment vous procédez lorsque vous inspectez, par exemple, des entreprises. Comment vous faites pour procéder? Il débarque à l'improviste? Voilà, vous débarquez à l'improviste. Donc là, on revient sur les 3 C. Donc le contrôle, la conciliation, le conseil. Donc on s'arrête sur le contrôle. Maintenant, le contrôle, nous, quand on contrôle, on va en entreprise. Donc, maintenant, c'est le fait d'aller en entreprise qui nous permet de voir quels sont donc les éléments qu'on doit vérifier, qu'est-ce qui ne va pas. Vous vous prévenez avant de venir ou... Non, on y va de manière inopinée. Maintenant, parfois aussi, pour certains types de contrôles, on peut effectivement prévenir l'employeur si on a besoin de quelques documents. Maintenant, là, quand on va en contrôle derrière, donc, on fait donc suite du contrôle avec des lettres d'observation, donc des mises en demeure et aussi éventuellement si l'employeur ne veut pas se conformer donc aux directives quand même que nous lui avons données pour corriger certaines situations, on fait donc un procès-verbal d'infraction. Maintenant là, permettez-moi juste de m'arrêter à ce niveau rapidement. Pour le procès-verbal d'infraction, ça revient un peu aussi sur les limites de l'inspection du travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un PV d'infraction, c'est transmis au procureur qui est le maître des poursuites. Donc il va apprécier si oui ou non, il va poursuivre ou pas. Alors que derrière, quand l'inspecteur constate quand même qu'il y a tel ou tel problème, il devrait avoir donc les pouvoirs qui lui permettent de corriger. Et en ce sens, nous invitons vraiment les autorités. On a vu quand même dernièrement, donc je pense que c'est dans le dernier communiqué du Conseil des ministres que le président de la République a appelé à une réforme urgente du Code du travail. Le processus est déjà enclenché, mais il faudrait quand même accélérer parce que le monde du travail en a besoin. Tout à fait. Exactement. Mais est-ce que là, vous avez pris les devants, peut-être pour que dans ce code-là, que vos préoccupations soient bien prises en compte avec le nouveau ministre du Travail, Olivier Boucal? Quand même, actuellement, donc, par rapport aux travaux qui ont quand même été déjà effectués, donc effectivement, on a espoir quand même que les dispositions contenues dans ce nouveau code-là vont nous permettre quand même de mieux être dans cette logique de défendre vraiment les intérêts des travailleurs, mais aussi tout en assurant la sécurité aussi de l'emploi et donc favoriser l'investissement aussi des entreprises. Alors, de quel moyen de coercition disposez-vous pour contraindre ces patrons-là qui défient pratiquement la loi du travail en s'opposant systématiquement à l'instauration de syndicats dans leur entreprise? Voilà, donc vous savez, pour la liberté syndicale... Surtout dans notre secteur, le secteur de la presse. Voilà. Donc il y a beaucoup de patrons de presse qui n'admettent pas l'existence d'un syndicat. Effectivement. Donc pour la liberté syndicale, c'est encadré, même au plan international déjà, avant de venir au plan national. Donc vous avez la Convention 87 de l'OIT, donc sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
vous avez aussi la convention même 98 sur le droit d'organisation et aussi de négociation collective. Vous avez aussi même la convention 135 sur les représentants donc, des travailleurs. Donc ça montre vraiment l'intérêt qu'on porte donc, à ce droit syndical-là. Vous venez donc, au plan national, il y a la Constitution. Donc déjà dans le préambule, aussi au niveau de l'article 20. Donc l'article 20 qui dit que donc, le travailleur peut se syndiquer et donc défendre donc, ses intérêts par des actions syndicales. Plus maintenant une protection particulière conférée par le Code du travail et aussi des textes d'application. Donc vous voyez, il y a déjà donc, un arsenal juridique déjà établi. Maintenant, il faudrait quand même que les gens puissent savoir, parce que aussi, nul n'est censé ignorer la loi, le travailleur lui-même doit connaître ses droits. Il doit savoir qu'il a cette liberté de se syndiquer. Maintenant, pour les employeurs qui aujourd'hui donc sont dans cette limite de ne pas donc voilà respecter cela, donc là aussi la loi donc va s'appliquer donc par donc les dommages et intérêts et autres. Et donc là rien n'empêche donc à la personne donc qui se sent lésée dans ses droits de poursuivre. Elhadji Alioune-Sy, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la matinale ce matin. Il y a des téléspectateurs qui vous invitent à regarder aussi au niveau des centres d'appel. Il paraît que là-bas aussi, il y a beaucoup de choses à redire et que les employés sont souvent surexploités. Merci de nous avoir suivis ce matin. Merci Khady, merci Hassan, merci Alioune. J'aurais voulu qu'on parle de cet arrêté des autorités interdisant les aménagements et les constructions, en tout cas suspendant tout cela sur le littoral et la bande des Filao. On reviendra sur le sujet bien évidemment pour vous. Excellente journée à toutes et à tous. Et par anticipation, bonne fête du travail. Allez.